Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, le nouvel de la Commission nationale de droits de l'homme. Après la présentation de serment le 23 juillet dernier à la Cour constitutionnelle, l'heure est à présent au travail. Hier, dimanche, un atelier de formation a été organisé par le Bureau sur les notions de droits de l'homme, une manière de marquer l'effectivité du bureau de mise en place. La lumière vient de paraître enfin à la Commission nationale de droits de l'homme. Tous les mécontents dans ce processus de mise en place des animateurs de cette jeune institution d'appui à la démocratie avaient saisi la Cour constitutionnelle qui a rejeté les requêtes en annulation par défaut de qualité et manque d'intérêt, tout en confirmant la légalité de 9 membres et du bureau définitif. Après en avoir délibéré, rejette les conclusions de la défenderesse en inconstitutionnalité, déclare irrécevables les interventions volontaires, dit la requête du demandeur irrécevable pour défaut de qualité, dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance. Entrés en fonction après leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle, c'était le 23 juillet 2015. Fini les tractations et réclamations, l'heure est à présent au travail à la CNDH, dont les membres prendront part dès ce dimanche à l'atelier de formation organisé par le Bureau sur les notions de base en droits de l'homme dans la province du Congo central. Les nouveaux membres du Bureau sont issus des élections organisées conformément à l'article 21 de la loi organique. Le Bureau provisoire a accompli la mission qui lui était assignée, à savoir faire adopter un règlement d'ordre intérieur et faire élire le bureau définitif. En cela, nous remercions toute la plénière qui a accompagné le bureau provisoire tout au long de ces deux assignations nous données par la loi, et nous venons d'avoir le bureau définitif. Il s'est de signaler que les 9 membres de la CNDH ont été choisis parmi les 20 candidats désignés par les 8 composantes de la société civile. Ce choix qui a été suivi d'une ordonnance d'investiture du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le projet de transport multimodal vient doter de la SNCC d'un parc des 18 locomotives neuves. La réception officielle de ces locomotives se fera ce lundi, sauf imprévu à Lubumbashi. Le contrat de fourniture de ces 18 locomotives neuves a été signé le 5 décembre 2013 entre le groupement China Shandong International et la cellule d'exécution du projet de transport multimodal pour une valeur estimée à 32 millions de dollars américains sur financement de la Banque mondiale. Après l'arrivée de ce premier lot, la SNCC reste en attente de la livraison d'un second lot de 20 locomotives. Dans l'actualité, le député de la majorité présidentielle, Christophe Lutundula, s'est dit être opposé à la répartition de sièges avant toute actualisation du fichier électoral. Dans une interview, Christophe Lutundula estime qu'il y a risque d'un blocage si le processus électoral actuel s'obstine à organiser à tout prix les élections locales, urbaines, communales avant d'impliquer le nouveau majeur et de retirer les personnes décédées depuis la mise en place de l'actuel fichier électoral. On ne peut pas considérer les locales, les urbaines et les municipales comme des arriérés. Elles n'ont jamais été programmées de façon ferme antérieurement. On en a parlé, c'est vrai, mais c'est maintenant qu'on veut en parler. Sur base de quelle loi les Congolais devenus majeurs doivent être privés de leur droit de vote, s'interrogent les députés de la majorité présidentielle. De quels droits pouvons-nous priver les Congolais âgés actuellement de 18 ans leur droit de vote? C'est une exigence constitutionnelle. Sans équivoque, Christophe Lutundula propose que les élections locales, municipales et urbaines soient postposées. Les locales et les municipales et les urbaines, il faut le renvoyer pour mieux approfondir le dossier et organiser ces élections comme l'ont préconisé les évêques réunis en conférence épiscopale dernièrement. L'Assemblée nationale a adopté samedi dernier le projet de loi sur la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Ce texte a été présenté à la Chambre basse du Parlement par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. L'adoption de ce projet de loi vient baliser la voie pour l'organisation des élections municipales, urbaines et locales en République démocratique du Congo. Mais le débat est loin d'être terminé. La police nationale congolaise rassure sur la sécurisation des élections en République démocratique du Congo. Toutes les mesures viennent d'être prises pour une sécurisation sans faille de la population ainsi que leurs biens pendant, après les élections. C'est ce qui ressort d'un atelier de 3 jours clôturé samedi par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité.
Les élections, c'est pour bientôt en République démocratique du Congo. Concernée aussi par ces processus, la police trouve déjà des voies et moyens pour corriger les erreurs constatées lors des échéances passées. Et 3 jours durant, ces séminaires de briefing a permis d'outiller les commissaires provinciaux de la police. Les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise fondent un grand espoir en eux, car le séminaire d'immersion qu'ils viennent de suivre est un temps fort dans le processus d'organisation des élections. Lançant déjà la détermination du côté des éléments de la police nationale congolaise pour élever les défis et qui les attendent. Nous nous confortons l'idée selon laquelle la police nationale congolaise ne sera pas exonérée à cas de défaillance. La sécurisation du processus électoral est l'un des gages, sinon le principal gage de sa crédibilité auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Formés, les commissaires provinciaux vont devoir à leur tour transmettre ces connaissances acquises aux éléments qui seront sur terrain pendant la période électorale. Une formation qui nous permettra d'aller mettre nos hommes en ordre de bataille pour les élections prochaines. Nous sommes sûrs et certains que quand nous allons descendre sur le terrain, nous allons tout faire pour mettre ça en application. La clôture de cet atelier est donc un pas franchi dans la sécurisation des élections à venir en République démocratique du Congo. Un invité dans ce journal, il s'appelle Jean-Isidore Ikila, il est conseiller en charge de la décentralisation, affaires coutumières et des questions juridiques au commissariat provincial de l'Équateur. Avec lui, on fera évidemment le point sur la situation des indemnités de sortie de membres du cabinet du gouvernement provincial de l'Équateur. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, comment la population de l'Équateur accueille-t-elle le processus de décentralisation et du découpage territorial? Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion que vous me faites pour essayer de parler un tout petit peu sur la décentralisation à l'Équateur. Je crois que la population de l'Équateur accueille de bras ouverts ce processus qui est porteur de beaucoup d'espoir. Ah bon? Bien sûr, parce que la décentralisation, c'est un nouveau mode d'organisation, de gestion des affaires publiques qui rapproche l'administration des administrés pour offrir à la population les services sociaux des bases. Donc, amélioration des conditions de vie des populations. Très bien. Alors, vous êtes ici pour réclamer des indemnités de sortie de certains agents du gouvernement provincial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas, à votre avis? Merci. Je crois qu'en cette matière, la loi est explicite. Que dit la loi? La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, en son article 76, alinéa 3, stipule que le membre des gouvernements provinciaux fin mandat doivent bénéficier de 6 mois de leur traitement mensuel. Donc, à quel moment ils doivent bénéficier? À la sortie? Justement, à la sortie. Et les gouvernements provinciaux des provinces démembrées sont en fin mandat, sont sortants. Oui. Et de ce fait, les membres qui composent ces gouvernements, à savoir le gouverneur lui-même, les ministres, les commissaires provinciaux, ainsi que les membres de leur cabinet, doivent bénéficier de 6 mois de leur émolument ou dernier traitement mensuel. À partir de quel moment doivent-ils bénéficier de ces indemnités? Bon, là, ça dépend de... Généralement, ça prend du temps. Est-ce que la loi prévoit également le temps pendant lequel... Je crois que pendant qu'on est en fonction, avant de sortir, parce que comme les gouvernements sont fin mandat, on organise bientôt les élections des gouverneurs des provinces nouvellement installées. Oui. Et ceux qui sont là, qui doivent passer la commande à ceux qui vont arriver, doivent déjà bénéficier. Et vous pensez que les autres provinces, déjà les membres des autres gouvernements provinciaux ont déjà bénéficié des indemnités? C'est ce que je crois, parce que ça ne pose pas de problème. Simplement à l'Équateur, non seulement les indemnités de sortie, mais nous avons aussi des arriérés des salaires. Comprenez qu'à mon statut de membre d'un cabinet politique, je suis couvert par les obligations déontologiques, mais si nous sommes passés à cette étape, parce qu'il y a un silence que nous ne comprenons pas, nous avons tenté d'entrer en contact avec l'autorité provinciale, mais ça a été nul.
Et je vous informe qu'hier, le samedi, pardon, les collègues ont manifesté à Mbandaka pour pouvoir dénoncer cet état des choses parce que c'est une discrimination que nous n'acceptons pas. Vous savez, la Constitution garantit le travail et les avantages y afférents. Oui. Je crois qu'à ces niveaux-là, et surtout que notre pays est en train de négocier un virage important de son histoire avec le découpage territorial, je crois que l'on doit éviter de surchauffer les esprits, l'on doit rencontrer positivement les attentes de tous. Nous savons qu'il y a beaucoup de priorités dans ces pays, mais en ce qui concerne le salaire de quelqu'un, c'est sa survie. C'est sacré. C'est sacré. Dernière question. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez qu'il y a un blocage intentionnel voulu par les autorités locales ou il y a un blocage? Bien sûr que oui, parce que l'autorité a évité de nous rencontrer. Nous sommes des cadres de la société et comprenez que si nous descendons dans la rue pour réclamer cela, c'est qu'on a tenté de rencontrer l'autorité pour qu'il puisse nous dire, nous apaiser, parce que nous travaillons ensemble, nous étions dans le même bateau, et bientôt là nous allons accoster, chacun doit connaître son sort. Très bien dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge de la décentralisation, affaires coutumières et de questions juridiques au commissariat provincial de l'Équateur. Merci. Dans l'actualité panafricaine, après l'étape du Kenya, c'est l'Éthiopie qui accueille le président américain arrivé dimanche pour un séjour de 48 heures comme à Nairobi. Ce lundi, Barack Obama va s'entretenir avec les autorités d'Addis Abeba où il récompensera un allié crucial dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Écoutez. Le président américain devra rencontrer le premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn, ainsi que le président Mulatu Teshome. C'est la première fois qu'un président américain visite l'Éthiopie. Cela fait passer la relation entre nos deux pays à un nouveau sommet. C'est réjoui ainsi le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères. Avec les responsables éthiopiens, il ne sera vraiment pas question de l'économie de ce pays, considéré comme marché attrayant, avec sa croissance économique impressionnante et sa population de plus de 90 millions d'habitants, indiquent les observateurs, mais plutôt et surtout de la sécurité. Une réunion sur la situation au Soudan du Sud, mais aussi de la lutte contre le terrorisme, fera d'ailleurs objet de la journée de ce lundi. Deux situations les plus éloquentes, car les islamistes Shebab ont une fois de plus prouvé leur force de frappe, et les réunions stériles se multiplient pour trouver une issue à la guerre civile ravageant le Soudan du Sud. Et mardi, dernière journée de son séjour, le locataire de la Maison-Blanche prononcera un discours au siège de l'Union africaine. L'adjoint de la conseillère du président à la sécurité nationale a indiqué que lors de son allocution à l'Union africaine, Barack Obama devrait principalement parler de coopération et de politique au sens large. Ce qui est important, c'est que cela lui donnera une plateforme pour s'adresser à l'ensemble du continent. C'est la plus importante organisation au niveau de la coopération africaine. Après le sommet USA-Afrique, notre déplacement au siège de l'Union africaine indique que nous sommes en train d'élever notre coopération avec l'Union africaine et avec le continent. Et donc, lors de son discours, il évoquera de façon large ces politiques africaines, ce qu'il essaye d'accomplir, l'empreinte qu'il souhaite laisser en Afrique et ce que les États-Unis et l'Union africaine doivent accomplir ensemble. Mais à en croire les observateurs, l'on estime que la venue de Barack Obama apparaît cependant comme une session de rattrapage de la part du premier président américain noir, accusé de n'avoir pas suffisamment porté attention à l'Afrique. Et en sport, la République démocratique du Congo croisera entre le 9 et le 17 novembre prochain le vainqueur du match Seychelles-Burundi au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est les résultats du tirage au sort de la FIFA effectué samedi à Saint-Pétersbourg en Russie. Les 27 meilleures nations africaines sont exemptées du premier tour, y compris la RDC qui occupe la 12e place sur le continent. Les rencontres du premier tour se dérouleront entre le 5 et le 13 octobre en aller et en retour. Jean-Max Mayaka est désavoué par ses pairs du football Renaissance du Congo. L'actuel tuteur du FC Orange séjourne en Europe, mais à Kinshasa, les dirigeants du club vert, blanc et orange ont fixé l'opinion sur ce dossier qui fait l'actualité au pays. Dans un entretien exclusif accordé à Télé 50, le président de coordination de cette équipe, Pascal Mukuna, a laissé entendre qu'il n'y a jamais eu de division au sein de la famille Orange. On l'écoute.
Mais ndenge papa avec aloba toujours OSA équipe Nzambe. Ko gagner tolo sutukango susute pour essayer comme une habitude. Longtemps considéré comme partenaire au sein du football club Renaissance du Congo, Jean-Max Mayaka fait depuis quelque temps l'actualité sportive à Kinshasa, suite aux rumeurs faisant état de sa séparation avec le club vert et blanc et orange. Mais c'est moi celle qui finance les clubs. Je sors mon argent. Donc je sors mon argent. Il y a quelqu'un qui dit qu'on gère mal. On gère l'argent de qui? C'est lui qui